Bonjour à vous les êtres humains et bienvenue dans la chaîne YouTube de la méthode SAM. Alors comme vous le savez maintenant, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous aider à comprendre parce que vous le savez, comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, j'ai décidé de mener une véritable enquête. Une enquête sur un aliment dont on entend parler absolument partout, le skyr. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon avis concret après cette analyse complète. Donc j'ai 55 ans, ça fait déjà plus de 10 ans que je m'intéresse à la nutrition, à la nutrithérapie et au fonctionnement du corps humain dans son ensemble. Je me forme régulièrement, je lis énormément et pourtant, je vais vous faire une confidence. Il y a encore quelques années, je n'entendais jamais quasiment parler du skyr. Bien sûr, il existait déjà dans le rayon, dans les supermarchés, mais aujourd'hui c'est devenu un phénomène. J'ouvre les réseaux sociaux et les recettes du skyr. Je regarde une recette pour rester en bonne santé, du skyr. Une recette de vidéos de musculation, du skyr. Une recette pour perdre du poids, du skyr. Alors, à force de le voir partout, je me suis posé une question simple. Est-ce que ce produit est réellement aussi extraordinaire que l'on veut nous le faire croire? Ou c'est un phénomène de mode? Et plutôt que de répéter ce que j'entends sur les réseaux sociaux, j'ai préféré faire ce que je fais toujours, aller vérifier par moi-même avec une enquête approfondie. Donc dans cette vidéo, on va regarder réellement ce qu'est le skyr, ce qu'il apporte, ce qu'il n'apporte pas, le comparer avec d'autres sources de protéines comme les œufs, le poisson, la viande. Regarder son coût, sa place dans notre alimentation et surtout essayer de comprendre pourquoi il est devenu un aliment quasiment indispensable dans notre assiette. Alors, qu'est-ce que c'est que le skyr? Le skyr, vous le savez, c'est un produit laitier qui est originaire d'Islande. Il existe depuis des siècles dans l'alimentation nordique principalement. Sa fabrication est relativement simple. Il est obtenu à partir du lait auquel on ajoute des ferments lactiles. Ensuite, il est longuement égoutté afin d'éliminer une grande partie des lipides. Et c'est justement cette étape qui le rend beaucoup plus concentré en protéines qu'un yaourt classique ou qu'un fromage blanc traditionnel. Résultat, on obtient un produit très riche en protéines, pauvre en matière grasse et relativement peu calorique. C'est précisément ce qui explique son succès actuel. Le skyr est un produit simple, riche en protéines, pratique à utiliser et qui peut parfaitement avoir sa place dans une alimentation équilibrée. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais. La vraie question est beaucoup plus intéressante. Pourquoi ce produit est-il devenu incontournable? Donc pour répondre à cette question, il faut maintenant regarder ce qu'il contient. En moyenne, pour 100 g de skyr nature, on retrouve environ 10 g de protéines. Ces protéines sont des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles apportent tous les acides aminés essentiels. Donc le skyr contient également très peu de matière grasse. C'est d'ailleurs ce qui fait vraiment l'argumentaire commercial. Et on le sait, il est très peu calorique. Donc il apporte également du calcium, du phosphore, ainsi que plusieurs vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2 et la vitamine B12. Comme tous les produits laitiers frais, il contient également du lactose, le sucre naturel présent dans le lait. À ce stade, si l'on regarde uniquement son étiquette nutritionnelle, le skyr présente plusieurs qualités. Des protéines, il est pauvre en calories, il est pauvre en matière grasse, il apporte du calcium et il est facile à intégrer dans une alimentation riche en protéines. La première comparaison logique est celle du fromage blanc, que nous connaissons depuis des décennies. Est-ce que le skyr apporte réellement quelque chose de révolutionnaire? Est-ce qu'il apporte réellement quelque chose de nouveau? Lorsqu'on compare les deux, on s'aperçoit qu'ils ont énormément de points communs. Tous les deux sont des produits laitiers, tous les deux apportent des protéines, tous les deux contiennent naturellement du calcium, des vitamines du groupe B et du lactose. La première différence concerne uniquement déjà les protéines. Le skyr est légèrement plus riche en protéines que le fromage blanc traditionnel. Cette différence existe, mais elle reste relativement modeste. La deuxième différence concerne les matières grasses. Le skyr est généralement beaucoup plus faible en lipides. Mais le fromage blanc existe aussi en plusieurs versions, 3%, 0%. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question des matières grasses parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que ce qu'on ne croit. Mais il existe une troisième différence, et celle-ci, elle n'est pas impossible à ignorer, c'est le prix. Dans la plupart des supermarchés, le skyr est vendu nettement plus cher que le fromage blanc classique. Et la question devient alors intéressante. Est-ce que cette différence de prix est-elle réellement justifiée par rapport aux différences nutritionnelles observées? Ou est-ce qu'on paye le produit parce qu'il est devenu tendance? Le skyr n'est pas le seul produit laitier riche en protéines. Les fromages blancs, les petits suisses, les yaourts
affiche également aussi des teneurs en protéines élevées, parfois très proches de celles du skyr, selon les marques et les recettes. Autrement dit, si l'on recherche uniquement un produit riche en protéines, le skyr n'est pas forcément la seule option. Ne vous fiez pas uniquement à ce qu'il est écrit sur l'emballage en gros. Ces derniers temps, j'ai appris à comparer de nombreux produits laitiers dans les rayons et les supermarchés et j'ai eu plusieurs surprises. J'ai trouvé des produits vendus beaucoup plus chers, avec des mentions comme riche en protéines, spécial protéines, qui n'apportent finalement pas plus de protéines, voire moins des fois que d'autres produits beaucoup plus classiques et vendus beaucoup moins cher. Et c'est précisément pour cette raison que je vous conseille toujours de retourner l'étiquette du produit. Ne regardez pas le slogan. Regardez l'étiquette nutritionnelle, comparez les protéines pour 100 grammes, comparez également les matières grasses, les glucides, les calories et enfin le prix. Et vous verrez qu'un emballage qui est très bien travaillé ne suffit pas forcément qu'un produit nutritionnel est supérieur. Le marketing a uniquement pour objectif de vous donner envie d'acheter. L'étiquette, elle vous donne les informations dont vous avez réellement besoin. Maintenant, j'ai voulu sortir complètement du mode du produit laitier, car il y a d'autres sources de protéines, souvent plus intéressantes. Les œufs, le poisson, les viandes. Parce que lorsqu'on recherche des protéines, le skyr n'est absolument pas la seule possibilité. Pour que cette comparaison soit la plus honnête possible, je vais maintenant exactement prendre la même base de protéines sur tous les aliments, donc avec cette valeur de 100 grammes. Pourquoi ? Parce que c'est la référence utilisée dans toutes les étiquettes nutritionnelles. Donc ainsi, on pourra comparer les aliments sur une base identique. Donc pour 100 g de skyr, nous retrouvons 10 g de protéines. Pour 100 g d'œufs, nous avons 12 à 13 g de protéines. Pour 100 g de blanc de poulet, nous sommes autour de 23 g de protéines. Pour 100 g de bœuf maigre, environ 22 à 26 g de protéines selon les morceaux. Pour 100 g de sardines, environ 24 à 25 g de protéines. Premier constat, le skyr, c'est pas la valeur la plus importante en protéines. Mais ce qui m'intéresse ne s'arrête pas là. Parce que je mange jamais des protéines seules. Je mange un aliment. Et c'est là, selon moi, que la comparaison devient beaucoup plus intéressante. Les œufs ne m'apportent pas seulement que des protéines. Ils m'apportent également de la choline, des vitamines A, D, E et B12, du sélénium, de l'iode, des lipides naturellement présents dans le jaune et aussi une source d'oméga 3 selon l'alimentation de la poule. Le poisson ne m'apporte pas seulement que des protéines, il m'apporte aussi des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine B12, de l'iode et également du sélénium. La viande blanche ne m'apporte pas non plus que des protéines, elle m'apporte également des vitamines B3, B6, B12, du phosphore et du sélénium. La viande rouge ne m'apporte pas non plus que des protéines, elle m'apporte également du fer, du zinc, de la vitamine B12 et d'autres macronutriments. Donc le skyr, lui, il m'apporte principalement des protéines, du calcium, un peu de phosphore et quelques vitamines du groupe B. C'est précisément là que ma part de réflexion commence. Je ne regarde pas uniquement le nombre de grammes de protéines, je regarde tout ce qu'il contient dans son ensemble. Et c'est pour cette raison que je préfère privilégier des aliments naturellement plus complets comme les œufs, le poisson et certaines viandes. Je ne dis pas que le skyr est mauvais comme aliment, mais pour moi le skyr est avant tout un produit qui répond à une logique. Beaucoup de protéines, peu de calories. Mais une alimentation ne se résume pas à compter les protéines, elle constitue aussi à choisir des aliments qui apportent naturellement la plus grande richesse nutritionnelle possible. Un autre point que j'aimerais aborder maintenant, qui m'a beaucoup interpellé au cours de cette enquête, le skyr reste avant tout un produit laitier. Et c'est précisément là que commencent mes interrogations. Depuis plusieurs années, je m'intéresse aux travaux portant sur la nutrition, la nutrithérapie et l'évolution de l'alimentation humaine. Donc d'après les recherches que j'ai consultées, nous savons que les produits laitiers sont des aliments qui ne sont pas indispensables dans notre alimentation quotidienne. L'être humain est un mammifère. Au début de sa vie, l'être humain, le lait est un aliment important et parfaitement adapté grâce notamment à une enzyme dans l'intestin appelée la lactase qui permet la digestion du lait, donc du lactose, le sucre naturel présent dans le lait. Dans la majeure partie de la population mondiale, la production de cette enzyme diminue après l'enfance, généralement après 3 ans. Beaucoup de personnes présentent une tolérance limitée au lactose.
sans forcément faire le lien avec certains troubles digestifs qu'elles ressentent au quotidien, qui sont les ballonnements, le ventre gonflé, inconfort digestif ou troubles souvent du transit qui peuvent, chez beaucoup de personnes, être liés à une consommation trop importante de produits contenant du lactose. C'est une piste que malheureusement peu de personnes prennent en considération. Parce que nous avons ce matraquage publicitaire, argumentaire sur les produits laitiers, nos amis pour la vie. J'aimerais apporter une petite parenthèse un peu historique. Il faut savoir que cette industrie qui est très forte, très puissante, parce que c'est la première industrie qui a permis de nourrir très facilement la population rapidement après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cette raison que les produits laitiers ont une part importante dans les recettes qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Lorsque je regarde toutes ces recettes, je retrouve trop souvent du skyr, du fromage blanc, des yaourts grecs, de la mozzarella, du fromage râpé ou encore de la crème. Je ne dis pas qu'il faut jamais en consommer. Si vous aimez le skyr ou les produits laitiers, le fromage blanc ou autres produits, rien ne vous empêche d'en manger. Mais d'après mes recherches, ils n'ont pas vocation à constituer une base quotidienne de votre alimentation. Donc un autre sujet qui mérite aussi son importance, c'est le calcium. Le calcium est souvent présenté comme l'un des grands arguments en faveur des produits laitiers. Donc d'après les travaux sur lesquels je me suis appuyé, disposer d'un apport élevé en calcium ne signifie pas automatiquement une meilleure santé osseuse. Et d'autres facteurs comme la vitamine D, l'activité physique, les protéines, le magnésium et l'alimentation dans son ensemble jouent également un rôle essentiel. Par ailleurs, le calcium ne se trouve pas uniquement que dans les produits laitiers. On le retrouve également dans les légumes, les légumineuses, les fruits à coque, les sardines consommées avec leurs arêtes et d'autres aliments. Donc les produits laitiers ne sont pas indispensables pour couvrir nos besoins en calcium. Et plus on avance dans l'âge, moins on a besoin de calcium, à contrario de ce qu'on entend dans les matraquages publicitaires, notamment pour l'ostéoporose. Plus vous allez consommer des produits laitiers, plus vous allez avoir un terrain inflammatoire. Je sais, ça va choquer pas mal de monde, mais ce sont les vraies recherches. J'aimerais terminer cette enquête par ce sujet dont on parle finalement très peu lorsque on parle de cette nutrition. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'on préfère répéter sans cesse qu'il faut diminuer les calories, choisir des produits allégés et retirer le plus possible de matières grasses. Je suis d'accord sur les calories pour une perte de poids. Sur le papier, le raisonnement paraît simple. Moins de matières grasses, c'est moins de calories. Mais je pense que cette façon de voir les choses est pour moi incomplète. Pour ma part, je me pose une autre question. Que se passe-t-il après le repas ? Parce qu'au final, ce n'est pas uniquement le nombre de calories d'un aliment qui compte, c'est aussi sa capacité à nous rassasier. Autrement dit, combien de temps allons-nous rester sans avoir faim ? Les lipides participent au ralentissement de la digestion et contribuent à prolonger la sensation de satiété. Donc ma réflexion est la suivante. Lorsqu'on retire une partie des matières grasses d'un aliment, on diminue effectivement son apport calorique, mais aussi on diminue la durée de la satiété. Donc, si j'ai faim plus rapidement, je risque aussi de manger plus dans la journée. Et si je mange davantage dans un repas suivant, je multiplie les collations et j'augmente les calories économisées au départ. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai accompagné une personne qui a perdu 25 kilos. Son alimentation au départ, elle refusait les matières grasses. Mais moi, je lui ai apporté une alimentation riche en protéines, riche en légumes et des matières grasses de qualité, comme l'huile d'olive, avec un peu de beurre même, très peu de féculents, quasiment pas de glucides. Et progressivement, elle s'est aperçue que, en mangeant son assiette le midi, le soir, elle n'avait pas faim. Et même le lendemain matin, elle n'avait pas faim. Sans chercher à pratiquer le jeûne intermittent de manière stricte, elle s'est retrouvée parfois, naturellement, avec une longue période de 24 heures sans manger parce qu'elle n'avait pas faim, simplement parce qu'elle n'avait pas cette sensation. Et elle pratiquait ce qu'on appelle le régime intermittent, le one meal a day, un repas par jour. Alors bien sûr, dans mon suivi, elle avait une batterie de compléments alimentaires pour éviter les carences. Mais un seul repas qu'elle mangeait le midi, elle avait à peu près environ 1300-1400 calories. Donc elle était en déficit calorique, en ayant une très bonne alimentation qui couvrait tout l'essentiel de ses besoins journaliers dans les nutriments. Plus les compléments alimentaires, elle n'avait aucune carence. Elle n'a jamais perdu de muscle, elle n'a jamais eu de coup de fatigue, elle n'a jamais été malade.
Je précise quand même que tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est un cas isolé, moi personnellement, je n'y arriverai pas. Mais il illustre en fait mon idée qui paraît essentielle. Pour moi, une alimentation ne devrait pas être évaluée uniquement à travers les calories affichées sur une étiquette. C'est important encore une fois pour la perte de poids. Elle devrait aussi être évaluée sur sa capacité à nourrir durablement l'organisme et à apporter des nutriments de qualité à maintenir une satiété satisfaisante. Une autre logique pour moi alimentaire, ce sont le fait de retirer des matières dans un aliment. Cela veut dire que pour moi, c'est un aliment transformé. Et un aliment transformé n'a rien à faire dans notre assiette. Ce n'est pas logique. Donc tous ces aliments pauvres en matières grasses, ce ne sont pas des aliments naturels. Conclusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici et jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci. Mon objectif n'était pas de vous convaincre d'arrêter le ski, mon objectif était beaucoup plus simple, vous inviter à réfléchir différemment à votre alimentation. Aujourd'hui, nous parlons énormément de protéines, nous comparons les grammes de protéines, nous comptons les calories, nous recherchons les aliments les plus riches en protéines, mais finalement, nous oublions la question la plus importante. Pourquoi mangeons-nous? Mangeons-nous simplement pour atteindre un quota de protéines ou mangeons-nous pour nourrir un organisme extrêmement complexe? Notre corps ne se résume pas qu'à nos muscles. Nos muscles ont effectivement besoin de protéines à se renouveler parce que c'est une source qui n'est pas stockable. Maintenir notre posture également, produire de la force, nous permettre de bouger. Mais notre cerveau, lui aussi, a besoin de nutriments spécifiques. Et c'est lui qui dirige notre mémoire, notre réflexion. Donc nos émotions également, l'ensemble de notre organisme. Notre cœur fonctionne aussi sans interruption jour et nuit depuis notre naissance. Nos os, nos articulations et notre cartilage ont également des besoins qui leur sont propres. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de notre corps a besoin d'un ensemble de nutriments pour fonctionner correctement. Et c'est précisément pour cette raison que personnellement, je ne choisis jamais un aliment uniquement parce qu'il est riche en protéines. Je me demande toujours ce qu'il apporte de plus de ces protéines. Quelles vitamines, quels minéraux, quel acide gras, quelle densité nutritionnelle et surtout, est-ce que cet aliment nourrit réellement mon organisme dans son ensemble? Parce que pour ma part, après toutes les recherches que j'ai menées au fil des années, je préfère privilégier un aliment naturellement complet qui apporte des protéines mais aussi une grande diversité de nutriments. Le skier peut parfaitement avoir sa place dans une alimentation. En revanche, je reste convaincu qu'il n'a pas sa place dans une alimentation quotidienne. Pour moi, ça doit rester un aliment plaisir à mettre occasionnellement, mais à cause de sa forte teneur en lactose et en calcium, il est peut-être un aliment qui peut devenir nocif chez certaines personnes. Donc, personnellement, je privilégie d'autres sources de protéines dans mon alimentation quotidienne. C'est la conclusion personnelle à laquelle je suis arrivé après cette enquête. Et je conclurai cette vidéo en disant: analysez vos réactions quand vous mangez. Écoutez les réactions de votre corps. C'est lui qui va juger ce qui est bon ou pas pour vous. La compréhension de cette mécanique du corps humain, de votre cerveau, de votre corps physique, de votre conscience, comprendre également dans le monde dans lequel vous évoluez, est pour moi une des choses les plus importantes. J'ai compris cela au bout de 30 ans de recherche, et c'est tout ça que j'ai mis et que j'ai résumé dans la méthode SAM. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner.